Alors, le dernier dossier, le dernier petit dossier, avant de tomber sur les deux gros dossiers que j'ai aujourd'hui, je vous disais que j'ai le dossier sur l'OTR, et puis voilà, l'OTR, et puis je ne sais pas quoi encore. Il y a certains de nos compatriotes qui ont été déflatés au niveau de Air Afrique. Vous savez, l'histoire de Air Afrique qui a fait faillite il y a des années. Et donc, le personnel a été licencié. Air Afrique, c'était un projet communautaire qui rassemblait 11 pays. Et donc, le personnel, il y en avait au Togo, il y en avait des Togolais qui sont aussi expatriés dans les autres pays, le personnel navigant, hôtesse, steward, pilote, agent au sol, voilà, OTR SNPT, merci. Et donc, il y avait ces Togolais-là qui étaient à l'extérieur. Et quand on a liquidé la Air Afrique, il a été demandé à chaque État d'indemniser ses citoyens. Et le Togo a indemnisé ceux qui étaient sur le territoire, mais le personnel navigant qui est hors du territoire, une partie de leur indemnité a été oubliée. Et cela fait presque 30 ans que ces Togolais-là sont en train de mourir, qui n'ont pas eu leurs indemnités et que l'État togolais n'a pas payé leurs indemnités. Une partie du dossier avait été exposée au Ashkroun, mais la question des 89 Togolais qui était le personnel expatrié, le Togolais qui était à l'extérieur, donc qui servait Air Afrique, mais qui était dans les autres pays. Ces 89 Togolais-là n'ont pas reçu leur indemnisation jusqu'à ce jour. Vous imaginez des gens qui ont travaillé pendant des années, qui sont aujourd'hui presque à la retraite, sinon à la retraite, et qui ne peuvent pas jouir d'une retraite parce que ils ont perdu leur emploi, et puis à la fin, on ne les a pas indemnisés. Donc, c'est un dossier sur lequel je vais revenir. Donc, ces Togolais-là sont là et ils espèrent qu'au niveau de Ashkroun, on pourra se saisir de leur dossier et les aider à rentrer dans leurs droits. Donc, voilà ce que je voulais dire aussi sur ce dossier. Bon, maintenant, je vais entamer les deux gros dossiers qui nous attendent. Je vais commencer par l'OTR. Et pour l'OTR, je vais interpeller directement M. Faure Gnassingbé, le président de la République. C'est être patriote que de payer ses impôts. Parce que quand on ne paye pas les impôts, l'État ne peut pas avoir les moyens pour boucler son budget et pour faire tourner la machine, pour investir, pour subvenir aux besoins, au fonctionnement de l'État. Donc c'est une obligation. C'est en même temps une fierté quand on est citoyen de payer ses impôts. Les impôts, le service des impôts devient un instrument de destruction des opérateurs économiques. Il y a un problème. Quand, je répète, quand le service, une régie financière comme les impôts, qui doit accompagner les opérateurs économiques, qui doit accompagner les investisseurs, devient un instrument de destruction des opérateurs économiques, il y a un problème. Il se passe des choses extrêmement graves dans notre pays avec l'OTR. Il se passe des choses plus que graves avec l'OTR, M. Faure Gnassingbé. Des choses inacceptables. Vous allez aujourd'hui au Togo, tous les entrepreneurs togolais, tous les opérateurs économiques togolais ont le moral dans les chaussettes. Les gens n'ont pas du tout le moral. Tout ce que les gens cherchent à faire, c'est de fermer leur entreprise, c'est de fermer leur société. Et le seul mot qui revient, c'est l'OTR. Ça devient pratiquement du harcèlement et parfois du braquage.
les opérateurs économiques, ceux qui sont censés créer la richesse pour le pays, pendant que les investisseurs, ceux qui viennent investir dans le pays, s'appauvrissent avec les coûts de boutoir de l'OTR, les inspecteurs de l'OTR, qui ne sont que des fonctionnaires de la République, deviennent des millionnaires, des multimillionnaires. Comment vous expliquez ça, Monsieur le Président? Comment vous expliquez que aujourd'hui, l'OTR est en train de harceler les Togolais à un rythme effréné? Les gens ferment les entreprises, les gens ferment les sociétés. Pendant ce temps, les inspecteurs de l'OTR deviennent des millionnaires. Comment vous expliquez ça? Dans la loi qui fixe les conditions de déclaration des biens, il a été dit que tout le monde doit déclarer ses biens, y compris les fonctionnaires, donc les gens de l'OTR. Même si vous, Monsieur le Président de la République, vous refusez de déclarer vos biens pour des raisons qu'on sait, pourquoi vous n'obligez pas les autres à déclarer leurs biens? Comment se fait-il que des inspecteurs qu'on a pris à l'OTR, des cadres de l'OTR, des gens, des géomètres qui sont au cadastre, des inspecteurs de l'OTR, certains sont à peine à 2 ans de service, certains 3 ans de service, ils sont millionnaires. Ils vivent dans des maisons de 200 millions. Ils roulent dans des voitures de 40 millions, de 30 millions. Ils achètent des véhicules à des femmes à Lomé. Ils manipulent de l'argent. Pendant que les opérateurs économiques, qui sont ceux qui doivent créer la richesse, sont en train de fermer les entreprises. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible que le commissaire général de l'OTR, M. Tchodié, il fait des mouvements bancaires chaque mois, chaque semaine. Il sort de l'argent du pays sans que personne n'arrive à mettre fin à ces pratiques-là. Le commissaire général de l'OTR, il a un salaire. On sait combien il gagne, approximativement. Il a les avantages. Mais d'où vient que il se lève, il va dans une banque, il donne des ordres de virement, envoyer tel montant sur le compte de mon enfant au Canada, envoyer tel montant sur le compte de ma femme ici, 100 millions, 200 millions, 150 millions par ici. Et il sort, il retourne au boulot. D'où lui vient cet argent? Et vous, Monsieur le Président de la République, qui avez tous les renseignements du pays, qui savez, ceux qui réfléchissent à vous prendre votre pouvoir, si Ferdinand est quelque part en train de mijoter un coup d'État, vous êtes au courant. Comment est-ce que vous ne savez pas que le commissaire de l'ETH Tchodié, il fait sortir beaucoup d'argent du pays, alors que dans ce pays-là, on a des services de renseignement. On a la gendarmerie, on a la police, on a l'armée, on a la douane, on a le CENTIF. Quand vous êtes un opérateur économique, un homme ordinaire, si vous avez 5 millions qui rentrent dans votre compte tout à l'heure, le CENTIF vous appelle pour venir justifier. La banque bloque l'argent, le CENTIF vous appelle. Quand vous avez 10 millions qu'on vous transfère de l'extérieur, vous avez le CENTIF qui vous appelle, qui bloque le décaissement des fonds. On vous demande de justifier. Comment se fait-il que le commissaire de l'OTR, qui est un employé de la République, est multimillionnaire, au point de sortir autant d'argent du pays? Il y a 7 ans, Tchodié, il n'était pas fonctionnaire. Pour ceux qui ne le savent pas, je l'avais déjà dit dans un autre live, Tchodié était au ministère des Affaires étrangères comme un contractuel recruté par Bawara quand il est revenu de ses escapades des Nations Unies où il a eu quelques contrats. Il est revenu, il n'avait pas de contrat. Il était au ministère des Affaires étrangères comme un contractuel recruté par Bawara. C'était un bon petit de Bawara. Et quand Bawara est parti et qu'on a signé l'accord UFC RPT, Ohin a été nommé ministre. Tchodié est celui qui prenait le sac de Ohin. C'est un autre bon petit de Ohin. D'ailleurs, il a encore gardé de très bons rapports avec Ohin jusqu'à ce jour. Donc, le commissaire Tchodié, il n'était pas au départ un employé des douanes, ni un employé des impôts. C'est après la réforme de Gaperi qu'on a lancé un concours qu'il est arrivé à l'OTR.
Donc il est à l'hôtel à peine 5 ans. D'où lui viennent les milliards? D'où lui viennent les millions? D'où lui vient tout l'argent qui sort du pays? Et vous, président de la République, vous n'êtes pas au courant? Vous n'êtes pas au courant? Mais si c'est quelqu'un qui réfléchit quelque part pour venir vous faire un coup d'État, vous êtes renseigné. Ou soit, vous n'êtes pas au courant, donc soit vous n'êtes pas au courant, donc c'est à votre décharge. Ou soit vous êtes au courant, vous ne faites rien, et donc Tchodiès peut-être travaille pour vous. Ou vous faites les affaires ensemble, donc vous fermez les yeux. Je vous ai dit dans un live que tant que l'auteur va martyriser les Togolais, on va fouiller tout ce que les gens de l'auteur font. Et on commence par le commissaire général. Il va dans des banques, il donne des ordres de virement, des sommes colossales sur les comptes de ses enfants et de ses femmes à l'extérieur. Comment est-ce que les renseignements ne sont pas au courant? Comment est-ce que le CENTIF n'est pas au courant? Et les comptes sur lesquels même ces sommes arrivent, les pays là même sont choqués. Les Blancs, ils font comme s'ils ne voient pas. Mais le jour où vous ne pouvez pas justifier, ils bloquent l'argent. D'où lui vient autant d'argent? Alors qu'il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, il était employé au ministère des Affaires étrangères. Il était un gars qui suivait Ohin, le ministre Elliot Ohin. D'où lui vient que lui il est arrivé à l'OTR, en 5 ans de gestion, il devient multimillionnaire. Dans un pays où on dit qu'on lutte contre la corruption. Dans un pays où on n'arrive pas à boucler un budget de 5 000 milliards. Avec ses ressources, peut boucler un budget de 5 000 milliards. Justement parce qu'il y a une grande partie de l'argent qui passe, qui ne va pas au trésor, qui passe par des voies détournées, qui rentre dans le circuit de la corruption. Avec tout ce que le Togo a comme ressources, le Togo ne peut pas se satisfaire d'un budget de 2300 milliards. J'ai vu la dernière fois, vous avez publié un communiqué pour dire que le Togo a un budget de 2300 milliards et que c'est une prouesse que le Togo avance et tout ça. Avec tout ce que le Togo a comme richesse, le Togo peut boucler un budget de 3 000, 4 000, 5 000 milliards. Le Togo peut boucler un budget plus que le Bénin. Mais où part la moitié de l'argent? Donc, le commissaire de l'OTR, voilà ses méthodes. Donc, si vous n'êtes pas au courant, M. Foy Gnassingbé, je vous le dis aujourd'hui, et si vos renseignements fonctionnent, si le CENTIF fonctionne, si les renseignements de tout le pays fonctionnent, ils doivent quand même vous alerter que ce monsieur qui est à la tête de l'OTR, non seulement il s'est enrichi vachement, mais il sort beaucoup d'argent du pays. Ça, c'est un. Maintenant, les inspecteurs de l'OTR, ils sont devenus tous des millionnaires. Mais c'est des gens qui ont un salaire de 800 000, de 1 million ou plus. 800 000, 700 000, 1 million. Mais ils sont tous devenus millionnaires. Ils ont des maisons de 200 millions, de 300 millions, pas possible. Ils achètent les dernières voitures qui sortent. Maison, 30 millions, 37 millions. C'est avec leur salaire qu'ils achètent ces voitures. D'où leur vient ça? Ça aussi, si vous n'êtes pas au courant, je vais vous expliquer le mode opératoire des agents de l'OTR et des inspecteurs de l'OTR. Voici ce qu'ils font. Ils viennent dans une entreprise, ils viennent faire un redressement fiscal. C'est la meilleure méthode. Ils viennent dire que oui, on va vous redresser. Ils redressent une entreprise et au bout de leur visite, ils peuvent vous dire ouais, on vous colle un redressement de 500 millions, de 400 millions, de 800 millions, de 900 millions, selon les chiffres, selon la taille de l'entreprise. Ils vous collent un redressement. Et l'inspecteur qui dirige l'opération, il vient voir le patron de la boîte, il vous dit, monsieur, vous devez à l'État 800 millions, mais on peut régler ça de manière informelle, ni vue ni connue. Donnez-moi 50 millions et moi je vous réduis la facture du redressement. Donnez-moi 50 millions cash.
ni vu ni connu, sans trace. Et moi, je vous réduis la facture du redressement. Et donc, et comme l'opérateur économique, il s'en sort gagnant, au lieu de payer 800 millions à l'État, l'inspecteur va lui dire, vous payez 150 millions ou 100 millions et vous me donnez 50 millions. Donc, sur toute la ligne, l'opérateur économique, il part gagnant. Donc, il accepte le deal. Et donc, le redressement qui était au préalable à 800 millions ou à 700 millions se retrouve à 100 millions, 120 millions, 150 millions. Entre-temps, l'inspecteur passe derrière avec son équipe et l'opérateur économique leur remet 50 millions sans trace. Mais il arrive que dans ce deal-là, surgit des problèmes entre les opérateurs économiques et les inspecteurs. Parce qu'il y a certains opérateurs économiques qui, pris sur le coup, ne donnent pas la totalité de l'argent qui est promis. Ils donnent une partie et on leur réduit le redressement et il prend l'engagement de payer le reste à l'inspecteur. Quand il ne paie pas, l'inspecteur revient pour faire un deuxième redressement fiscal pour se venger de la promesse non tenue de l'opérateur économique. Ça devient du braquage. Et donc c'est par cette méthode-là que les inspecteurs de l'OTR, qui sont des gens qui gagnent 800 000, 900 000, 1 million, sont devenus des millionnaires à Lomé, au vu et au su de tout le monde. Monsieur Fonya Singbe, vous qui avez tous les renseignements du pays, qui avez le Pegasus, qui suivez tout le monde, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant de ça. Non seulement cette méthode prive l'État de beaucoup d'argent qui doit rentrer dans les caisses de l'État, mais ça permet à des individus de s'enrichir et ça éloigne les investisseurs. Parce que ça devient du harcèlement. Quand les inspecteurs de l'OTR se lèvent aujourd'hui, c'est de voir quelle entreprise on va aller redresser demain. Et il y en a certains parmi eux qui ferment les entreprises et qui se réjouissent dans les bars ou dans les restaurants que j'ai fermé 5 entreprises, j'ai fermé 10 entreprises, je m'en fous. Et quand les gens leur demandent, mais vous savez qu'en fermant les entreprises, là, ce sont vos propres frères que vous mettez au chômage, ils disent qu'ils s'en foutent. C'est de la même manière que les géomètres qui sont au cadastre à l'OTR sont devenus des propriétaires terriens au Togo. Ils ont des terres partout. Donc, si vous voulez lutter contre la corruption, si vous voulez faire en sorte que les investisseurs arrivent au Togo, que les Togolais investissent, parce que les Togolais sont en train de fermer les entreprises. Pendant ce temps, les gens qui sont dans l'administration s'enrichissent. Alors si c'est comme ça, il faut fermer le CFE, le centre de formalité des entreprises, pour que nous tous les Togolais, aillent dans la fonction publique. On ne va pas dans la fonction publique pour s'enrichir. On ne va pas dans l'administration pour s'enrichir. Alors si la logique aujourd'hui, c'est d'aller dans l'administration pour s'enrichir, il faut qu'on ferme le CFE pour que tous les Togolais ferment les entreprises et aillent dans l'administration pour s'enrichir. Parce que le Togo est pratiquement aujourd'hui le seul pays de la sous-région où les fonctionnaires sont des millionnaires et les entrepreneurs n'ont rien. Le Togo est le seul pays de la région où les entrepreneurs sont pauvres et les fonctionnaires sont riches. Et particulièrement les fonctionnaires de l'OTR. Ils ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas. Autant de Yadema, quand une maison commence par pousser quelque part en ville, on va faire une enquête pour savoir si c'est un fonctionnaire, où est-ce qu'il a trouvé l'argent. Comment se fait-il qu'au Togo, vous avez des inspecteurs d'impôts, vous avez des inspecteurs de douane qui sont à 500 000, 600 000, 700 000, qui ont 4, 5, 6 maisons à Lomé, des maisons de 200 millions, 150 millions, qui roulent dans des bagnoles, dans des caisses de 30 millions, de 45 millions, et qui ne s'en cachent pas, qui ont 2, 3, 4 voitures dans leur parc, qui sont donc des fonctionnaires. Comment est-ce que vous, chef d'État, vous pouvez tolérer que la corruption s'installe dans tous les compartiments du pays?
C'est dans ce même pays qu'on a Aplusia, qu'on a l'inspection des impôts, comment on appelle ça, qu'on a, on a d'abord Aplusia, on a la Cour des comptes, on a l'IGF, l'inspection générale des finances, on a l'inspection d'État. Tous ces services qui doivent contrôler font quoi? On a même une commission anticorruption à l'OTR. Il y a une commission anticorruption à l'OTR, ou bien un département de la lutte contre la corruption à l'OTR. Et ce département de la lutte contre la corruption à l'OTR ne voit pas les dégâts qui se passent dans la boîte. Donc, à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Parce que l'OTR fait trop de dégâts dans notre pays. Vous allez sur la route d'Anéron là-bas, il y a des gens qui ont fermé des usines, des entreprises. Il y a un monsieur qui a créé un grand parc là-bas qui a employé tout ce sont 10 Togolais. À Bodrafo là-bas, au Lodge, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un parc d'attractions. Ça a employé plus de 70 Togolais. À cause de l'OTR, il a fermé les partis au Bénin. Fermé. Qu'ils soient Togolais ou étrangers, ils en ont marre de l'OTR. Ils en ont marre des méthodes de voyous des inspecteurs de l'OTR. Parce que c'est des méthodes de voyous. Parce qu'on ne punit personne dans le pays. Donc tout le monde fait ce qu'il veut. Envoyez la gendarmerie à l'OTR. Faites une enquête. Et vous allez voir comment ils se sont enrichis à l'OTR. Vous allez voir qu'il ne restera pas 2 inspecteurs au poste. On va embasiller tout le monde dans la prison. Demandez-leur de justifier leurs revenus. Les voitures sur lesquelles ils roulent. Les maisons qu'ils ont. Et comparer au salaire qu'ils gagnent. Et ça, c'est un président de la République. Si lui-même il n'est pas corrompu, qui doit réguler la société. Donc, moi, je profite de cette affaire de l'OTR qui est en train de faire voir de toutes les manières aux Togolais, qui fait la misère aux Togolais, pour dénoncer l'enrichissement, je ne sais pas, l'enrichissement, c'est-à-dire l'enrichissement inacceptable des fonctionnaires de l'OTR. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre le live. J'interpelle directement Fonia Singbe. Vous étiez à Paris, là, vous venez d'arriver, en suivant votre avion, vous venez d'arriver à Londres, alors je parle. Donc vous avez quitté Paris il n'y a pas longtemps. Vous êtes arrivé à Londres. Si vous suivez ce live-là, dès que vous retournez à Lomé, là, mettez de l'ordre à l'OTR. Il faut passer l'OTR au Karcher. Et que tous ces gens-là déclarent leurs biens et qui justifient d'où leur viennent tous les millions qu'ils ont, qu'ils manipulent. Vous ne pouvez pas, en tant que président de la République, accepter que des agents de la fonction publique ou des fonctionnaires d'État soient millionnaires et des entrepreneurs, des opérateurs économiques s'appauvrissent. C'est le secteur privé qui crée la richesse. C'est le secteur privé qui crée la richesse. Ce n'est pas la fonction publique qui crée la richesse. C'est le secteur privé qui crée la richesse. Alors, pourquoi l'OTR va devenir un obstacle pour l'éclosion du secteur privé? L'OTR doit accompagner les opérateurs économiques. L'OTR doit accompagner les opérateurs économiques de manière à lui permettre d'élargir l'assiette fiscale et à maximiser ses recettes. Si quelqu'un est en indélicatesse avec les impôts, on l'accompagne, on le fixe même échelonnement, on fait en sorte pour que sa société tienne, pour qu'il puisse continuer à payer les impôts. Pourquoi les agents de l'OTR se réjouissent d'avoir fermé des sociétés? Ils se retrouvent dans les bars, dans les restaurants, à boire la bière, ils disent oui, j'ai fermé telle société, j'ai fermé celui-ci parce qu'il ne veut pas me donner de l'argent, j'ai fermé ici parce qu'il ne veut pas me donner de l'argent. Vous êtes président de la République et vous laissez faire. Vous laissez la corruption investir tous les pans de la société, détruire les entreprises, détruire les opérateurs économiques. Et c'est vous qui publiez les discours pour dire que le Togo est attractif. Comment est-ce que le Togo peut être attractif quand des gens de l'OTR utilisent les méthodes de coupeur de route pour braquer les opérateurs économiques? Aujourd'hui, c'est tous les Togolais qui se plaignent. Et ce mode opératoire des inspecteurs de l'OTR, ils le font avec les Togolais, ils le font aussi avec les expatriés.
Et les gens en ont jusqu'ici. Les gens sont étouffés, les gens ne peuvent pas parler. Les gens en ont marre. Certains sont en train de quitter le pays pour le Ghana ou le Bénin, délocalisent leurs activités à cause de l'OTR, à cause des méthodes de voyous des gens de l'OTR. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Si vous n'avez aucune trace de la manière dont ils perçoivent l'argent, au moins vous voyez leur train de vie. C'est des fonctionnaires. D'où leur vient tout l'argent qui leur permet d'acheter. Un jeune qui arrive à l'OTR, il devient inspecteur en 4 ans de service. Hein? Il achète une voiture de 30 millions, il a 2 maisons, des maisons de 50 millions, il va en vacances aux États-Unis. Dans quel pays vous voyez ça? L'OTR doit avoir pour objectif d'accompagner les opérateurs économiques. De les aider à ne pas tomber dans la faillite. De les accompagner, de leur trouver un modus, je ne sais pas, de trouver des accords avec eux, des deals avec eux, pour que ces gens soient en confiance et continuent de payer les impôts. Donc les gens viennent sur vous, on fait le redressement fiscal, c'est l'arme fatale maintenant. On le fait pour les gens qu'on soupçonne qui ne sont pas dans UNIR, ça c'est un classique, mais on le fait de façon générale maintenant pour tout le monde. Parce que ceux qui viennent faire ça, ils veulent de l'argent cash. Donc, vous qui êtes président de la République, vous croisez les bras et vous laissez tout ça se passer devant vous. Comme si vous n'étiez au courant de rien. Pendant que les entreprises sont en train de fermer, les opérateurs économiques sont en train de fermer. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui sur l'OTR. Et le patron de l'OTR, là, qu'il continue d'aller dans les banques pour faire les virements. Je donnerai le nom de la banque. J'ai déjà donné les directions que prennent les virements qu'il fait. C'est pas normal. C'est pas normal. Quelqu'un qui a 7 ans, 6 ans, il était fonctionnaire aux affaires étrangères, même pas fonctionnaire, contractuel. Il arrive à l'OTR, par concours, il devient millionnaire. Milliardaire. Eux-mêmes ils disent milliardaire. Puis à Lomé, tout le monde est milliardaire. Quelqu'un qui a quelques millions, mais lui, il en a plus. Ils sont milliardaires. Ils achètent des immeubles partout. Ils envoient l'argent à Singapour, à Dubaï, au Canada. Ils mettent l'argent sur les comptes de leurs enfants. Donc, les Togolais se saignent pour payer les impôts. Et ces impôts échappent au trésor public. Et on se retrouve avec des budgets squelettiques de 2 milliards 300 millions. Et on est content que le Togo a fait une loi de finances avec un budget de 2 milliards 300 millions. Le Togo qui a les phosphates, qui a le port, je vais parler tout à l'heure des phosphates, qui a le clinker, qui a tout, qui a un grand marché, qui a beaucoup d'atouts dans la région, le Togo peut se retrouver avec un budget de 2 milliards 300 millions. Le Togo peut lever un budget de 4 000, 5 000 milliards. Ça veut dire que la moitié des recettes au Togo disparaît. Dans le circuit de la corruption, la moitié des recettes du Togo prend une autre voie. Donc si vous, président de la République, que vous soyez bien élu ou mal élu, c'est vous qui êtes là, vous êtes incapable de prendre vos responsabilités pour mettre de l'ordre dans le pays. Mais à un moment donné, on va encourager les Togolais à l'incivisme fiscal. Parce que les Togolais ne peuvent pas continuer à payer les impôts pour enrichir des fonctionnaires de la République. Les Togolais ne peuvent pas continuer à payer des impôts pour enrichir des fonctionnaires de la République. Le Togolais qui crée une société ferme son entreprise et l'inspecteur d'impôts ou l'agent des impôts, lui, devient millionnaire. C'est quoi ces histoires? C'est ma première, c'est un avant-goût de ce que je vais faire avec l'OTR. Et quand vous vous promenez à Lomé là, vous allez voir, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Vous voyez l'ambiance à Lomé? Tous les commerçants au grand marché, chacun tient sa tête. Il n'y a rien qui bouge dans le pays. Le pays est totalement à l'agonie. Le pays n'a pas d'âme.
Le pays ne brille pas. Le pays est c'est-à-dire les gens sont dans une tristesse. Le pays est comme un village. Même les petites guirlandes que les gens mettent dans le quartier, les gens n'ont même pas l'argent pour mettre. Vous êtes arrivé à Paris. Alors que je vous parle, vous êtes arrivé à Londres. Mais les Togolais sont là. Ils ne savent pas comment ils vont fêter les fêtes de fin d'année. Si la moitié des recettes au Togo ne rentrait pas dans les circuits de corruption, le Togo peut augmenter les salaires. Le Togo peut lever un budget de 5 000 milliards. Il est inadmissible. J'attends que quelqu'un, si les économistes viennent me dire le contraire, il est inadmissible qu'avec toutes les recettes que nous avons au Togo, avec toutes les richesses que nous avons au Togo, avec tout ce qui rentre au Togo, que nous-mêmes, vous-même, vous venez valoriser sur les médias. Le Togo a le port à l'eau profonde, le Togo a fait ceci, le port de Lomé attire la clientèle. Et qu'on arrive à un budget de 2300 milliards. C'est pas possible. Pendant que le Bénin a un budget de 6 milliards ou bien 5 milliards, le Sénégal est à 7 000 milliards. Nous, on est à 2300 milliards. Et on publie un communiqué pour se réjouir de ça. On est à 3000 sur TikTok. Et toujours 1500 ou 400 sur Facebook, plus les autres qui sont là. Merci à vous tous pour la confiance et pour la mobilisation. Ce sont des choses que nous devons dire sans langue de bois et sensibiliser. C'est le dernier sujet de la SNPT. Vous allez voir les dégâts qui se passent aussi là-bas. Ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir autant de richesses et que notre pays ait l'aspect d'un village. Quand on parle, il y a quelques individus qui vont prendre des photos en hauteur de 2 février et de monument de l'indépendance là-bas pour dire Lomé est joli. À part ça, vous n'avez rien. Vous circulez dans les rues de Lomé, tout est sale. Les feux tricolores, vous êtes incapables de les réparer. Les couvertures des égouts ont sauté partout. Les gens ont volé ça pour aller faire Gakpo. Vous êtes incapables de réparer, de mettre des couvercles sur les égouts. Les canalisations, ce n'est même pas des égouts. Les petites canalisations, là, les couvercles ont sauté. Vous êtes incapables de les remplacer. Vous mettez du bois dans le trou pour signaler au chauffeur que bon, il y a un danger ici. La rue qui est défoncée au grand marché, vous êtes incapables de boucher le trou et de livrer la route à la circulation. À Lomé, il y a des rues qui ont été bitumées. Vous êtes incapables de tracer les rues pour permettre aux gens de circuler normalement. La route d'Agito Gomé n'a pas été tracée jusqu'à maintenant. Les lampadaires ne s'allument pas. Mais la société prend l'argent sur les éclairages publics, sur les factures. Rien. Et maintenant, c'est l'OTR qui écrase les gens. Pendant que les fonctionnaires de l'OTR s'enrichissent, les opérateurs économiques s'appauvrissent. C'est quel paradoxe ça? C'est quel paradoxe ça? Si vous ne prenez pas une mesure fondamentalement pour arrêter ces dérives-là à l'OTR, le peuple togolais comprendra que c'est vous-même qui êtes le premier responsable de ce... C'est vous-même qui organisez ça. Le peuple togolais va tirer les conclusions que c'est vous-même qui organisez ça. Jusqu'à présent, il peut vous donner le bénéfice du doute. Mais si vous ne prenez pas les décisions qu'il faut pour arrêter les dérives des inspecteurs de l'OTR, en commençant par le commissaire général et les autres qui suivent là, et mettre l'OTR dans son rôle d'accompagner les opérateurs et les sociétés, au lieu de fermer à tout va les sociétés, on comprendra que c'est vous-même qui organisez ça. Et le peuple va tirer les conséquences. Non, pour le moment, on lui laisse le bénéfice du doute. Peut-être qu'il n'était pas au courant. Maintenant, on le dit. Peut-être qu'il n'était pas au courant, on lui laisse le bénéfice du doute. Mais maintenant, on le dit. On met ça sur la place publique. C'est lui qui avait dénoncé la minorité dans un discours. Et depuis, il n'a rien fait contre la minorité. Il n'a aucune idée de la souffrance des Togolais. Aujourd'hui, les Togolais souffrent. Les gens sont dans leur maison, les gens sont tristes, les gens meurent de tristesse. Les gens n'ont pas de quoi manger. Les fonctionnaires sont devenus des mendiants. Lomé est la seule ville aujourd'hui où vous arrivez, vous avez les enfants qui sont en train de mendier partout.
Et personne ne les dégage des feux tricolores. Les enfants sont en train de mendier partout. On ne sait pas d'où viennent ces enfants, qui sont leurs parents. Il y a des mendiants partout. Ce sont des signes, hein, ce sont des signes évidents d'un pays où personne ne fait rien. Des enfants qui doivent être à l'école, qui sont dans les carrefours en train de mendier, de s'accrocher aux voitures, aux motos, de mendier aux vues au-dessus de tout le monde. On a la police, on a la gendarmerie, on a les services des affaires sociales. Il n'y a aucune disposition qui dit on dégage la ville de tous ces enfants. Rien du tout. C'est la première phase pour l'OTR. Je reviendrai. Je vais terminer par la SNPT. Je vais terminer par la SNPT. Merci à tous ceux qui sont en ligne, qui nous encouragent, qui envoient des étoiles, qui sont en ligne. On est très nombreux aujourd'hui sur TikTok, 3100 personnes qui sont en ligne actuellement, 1500 sur Facebook, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Merci pour la confiance, merci d'être là. Ne pensez pas que ce que nous faisons là, ça n'a pas d'impact. Je peux vous assurer que jusqu'au fin fond du Togo, le message passe. Jusqu'au fin fond du Togo, le message passe. Le message passe dans tous les secteurs. Et on va continuer par sensibiliser les Togolais. Par mettre sur la place publique la réalité devant nos concitoyens. Et leur dire qu'ils méritent mieux. Qu'ils peuvent vivre mieux. Il ne faut pas donner de l'importance à ceux qui s'agitent. Ils sont dans leur rôle. Restons focus. Le message va passer. Vous prenez des vidéos que je fais, parfois, vous prenez des coupures de vidéos, c'est 200 000 vues, 300 000 vues. Les coupures de vidéos, c'est 300 000 vues. Ça rentre dans les profondeurs des villages. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est un travail de longue haleine, mais c'est une lame de fond. C'est une lame de fond qui fait son travail. Et les résultats viendront. Donc, on va parler de la SNPT. Alors, je vous avais déjà brossé par 2 ou 3 fois la SNPT, la Société nationale des phosphates du Togo. C'est la seule société que le Togo détient à 100%, mais qui est gérée par les étrangers, c'est-à-dire sur les papiers. Le Togo est actionnaire à 100% de la SNPT, mais ce sont les étrangers qui gèrent les phosphates togolais. Et je vous ai dit déjà dans plusieurs lives, qui sont ces étrangers-là? Ce sont des Israéliens. Il y avait un patriarche qui s'appelait Rafi Ederi. On ne sait pas quel contrat le lie avec la présidence togolaise ou le pouvoir de Lomé. C'est lui qui est le vrai patron, qui prend les décisions, mais qui prend soin de ne signer aucun document. Il ne signe jamais aucun document. C'est lui qui prend toutes les décisions, qui commande les machines, les pièces de rechange, la commercialisation. C'est lui. Il n'y a pas que lui, il y a son fils qui est dans la boîte. Il y a son fils qui est dans la boîte et qui s'appelle Ederi Leron, qui est dans la boîte, qui suit son papa. Tous ces gens ont été décorés par Fogna Singbe à la présidence. Et puis il y a son neveu aussi qui est dans la boîte, qui s'appelle Even Wanounou, qui sont des enfants, je dirais des jeunes de 40 ans. Et depuis que leur père est décédé, c'est eux qui ont pris la place de leur père, l'un faisant office de responsable commercial de la SNPT et l'autre, je ne sais pas quel poste il a, mais qui sont tellement influents et qui donnent les ordres à l'administration togolaise
c'est-à-dire les Togolais qui sont dans l'organigramme de la SNPT. Et donc, parmi les Togolais qui sont dans l'organigramme de la SNPT, je vous ai dit qu'il y a au moins une dizaine qui étaient déjà à la retraite et qui sont toujours là. Depuis que j'ai dénoncé, ils ont fait semblant de bouger quelques pions, mais ils sont toujours là, en commençant par le directeur, Michel Kézier, dont le salaire est de plus de 10 millions par mois. Donc, il est à la retraite depuis, je pense, 5 ans ou 7 ans qu'il est à la retraite maintenant. Donc, il continue de percevoir son salaire en étant retraité. Il y a d'autres responsables qui sont retraités, qu'on a maintenu à leur poste. Et je vous avais dit que l'ensemble des salaires de cette dizaine de personnes, ou bien une demi-douzaine de personnes qui étaient admises à la retraite et qui sont maintenues à leur poste, fait 30 millions. Et avec les 30 millions, on peut recruter au moins 300, 400 jeunes à la SNPT à raison de 150 000 francs par mois. Et donc ces gens-là sont toujours là. Et la SNPT arrête les chiffres de ses productions au 31 décembre de chaque année. C'est-à-dire, d'ici quelques semaines, la SNPT va mettre, va faire le point de la production qu'elle a fait toute l'année. Et l'année dernière, elle avait fait une production de 1 400 000 tonnes. 1 400 000 tonnes, 400 000 poussières tonnes. Et tout le monde sait que le phosphate a pris de la valeur. Et le fait que le phosphate a pris de la valeur sur le marché à cause de Covid, ça permet par exemple au Maroc de tirer avec de très grands bénéfices, d'engranger de nombreuses ressources dans les phosphates et de réinvestir. Mais au Togo, on ne sait pas véritablement où vont les recettes des phosphates. Quand vous regardez la loi des finances, on n'a que des ressources maigres qui sont déclarées et on ne sait pas véritablement où partent les ressources des phosphates, alors qu'actuellement, à l'heure où nous parlons, le phosphate sur le marché a de la valeur. Et donc, avant de commencer ce direct, cette année, la direction a fixé comme objectif aux employés d'atteindre les 1600 tonnes. L'année dernière, non, les 1 600 000 tonnes. L'année dernière, ils ont fait 1 400 000 tonnes. Cette année, ils ont demandé de faire 1 600 000 tonnes, donc d'augmenter de 200 000 tonnes. Et c'était sur cet objectif que l'année a commencé, sauf que au cours de l'année, il y a eu du délestage. Et vous savez que la SNPT dépend de la CET via la CEB. Et donc, les 3 mois de délestage qu'il y a eu ont impacté la production, la production du phosphate. Donc, il y a eu de gros soucis à cause de l'indisponibilité de l'énergie. Et ça pose aussi un autre problème. Une entreprise qui fait plus de 60 ans, 70 ans d'existence ne peut pas avoir son propre système d'énergie, d'autonomie énergétique, donc il dépend de la CET, alors que l'entreprise travaille 24 heures sur 24. À la SNPT, on travaille 24 heures sur 24. L'usine ne s'arrête pas, la production ne s'arrête pas. Et donc, il y a eu comment appelle-t-on, le délestage qui a impacté la production pendant 3 mois. Et puis ensuite, il y a eu un incendie qui a pris une des plus grandes machines, qu'ils appellent Rupel 14-18. C'est une grande machine une très grande machine qui a une capacité de travail énorme, de production énorme, qui achemine le phosphate sur les bandes. Et donc cette machine a pris feu au mois d'août ou bien début septembre. Et donc elle n'a pas pu être réparée jusqu'à maintenant. C'est une machine qui a été achetée au temps du ministre Palitjala, qui a coûté des milliards. Et donc cette machine n'a pas été achetée. Malgré tout ça, avant le 31, alors nous sommes, ils ont déjà dépassé les 1 400 000 tonnes. Et donc, s'ils ont dépassé les 1 400 000 tonnes, alors nous sommes, peut-être à la fin de l'année, ils vont atteindre 1 500 000 tonnes. Mais l'argent est où? L'argent est où? Où va l'argent? L'argent va où? Parce que ce direct que je fais là, je vais interpeller plusieurs organisations. Je vais interpeller par rapport à ce qui se passe au Togo, notamment dans les industries extractives. Je vais interpeller les syndicats. Parce que notre pays, c'est aussi ça. Les gens ont refusé de jouer leur rôle. Les gens ont refusé de jouer, de se sacrifier pour leur mission. On a des syndicats corrompus, des délégués du personnel corrompus. Les gens croisent les bras, chacun se contente de son petit et puis se tait. Donc, on est à ce niveau de production, mais on ne voit pas les recettes dans les livres de l'État. Où vont ces fonds-là?
est-ce que cet argent, l'argent de la production, prend des circuits intraçables? C'est quand même anormal que la plus grande richesse que nous avons, les phosphates, n'arrive pas, on n'arrive pas à cerner les recettes des phosphates au Togo par rapport à la vente sur le marché international. Où vont véritablement les recettes des phosphates? Donc, on ne sait pas quel contrat qui a été signé entre l'État togolais et ces Israéliens. Faure Gnassingbé est un bon copain des chefs d'État du Sahel, ce qu'on appelle généralement les présidents de l'AES. Mais on a vu qu'au Burkina, au Mali comme au Niger, on est en train de nationaliser les entreprises. On est en train de mettre mais lui qui est leur ami et qui est leur conseiller même de l'ombre, il est incapable de nous dire où vont les recettes des phosphates. Mieux, il utilise les étrangers pour gérer des sociétés togolaises. Des étrangers qui qui n'ont rien à faire au Togo, qui gèrent une société togolaise dont le Togo est actionnaire à 100%. Donc aujourd'hui, depuis que Rafik Ederi est décédé, ce sont ses enfants et son neveu qui sont les vrais décideurs. Et eux, ils viennent pas régulièrement à Lomé, ils sont à distance. Il y a un qui est en Israël, c'est le fils. Et le neveu, lui, il est en France, il fait office de directeur commercial. Et vous savez combien le neveu de Rafi Ederi est payé par la SNPT? Vous savez combien il est payé? Le neveu de Rafi Ederi, même pas son fils est encore payé plus, mais le neveu. Vous savez, le neveu, il est payé à 18 millions par mois. C'est-à-dire, plus cher même que le directeur général. Il ne fait rien, hein? Il ne fait pas grand-chose, hein? Mais il est payé à 18 millions par mois. 18 millions qu'il est payé par mois. Et on le paye en 2 tranches. Il a un compte à Lomé, on vire. Chaque 2 semaines, on vire 9 millions. Donc, on vire 9 millions sur un compte à Lomé et on lui vire un autre 9 millions sur un compte à l'extérieur, le compte qui est certainement en France. Il est payé 18 millions par mois. C'est quelqu'un qui allume juste son ordinateur, qui fait des réunions avec la direction sur Zoom, il donne des instructions et c'est fini. Et il est payé 18 millions par mois. Mais lui, il est payé, mais pour les 18 millions, il est payé chaque 2 semaines. C'est-à-dire, les 18 millions sont divisés en 2. Chaque 2 semaines, il a un compte à Lomé. La comptabilité vire 9 millions sur le compte de Lomé. Et la semaine qui suit, on vire un autre 9 millions sur le compte de l'extérieur. 18 millions par mois. 18 millions par mois. Et il est payé par anticipation le mois suivant. C'est-à-dire, si on doit lui payer le salaire de décembre aujourd'hui, on lui paie en même temps aussi le salaire de janvier. Il y avait d'autres Israéliens qui étaient passés à la CNPT. Ils avaient les mêmes méthodes de paiement. On leur payait toujours par avance. À un moment donné, ils sont partis. On les a payés 2 mois d'avant. Ils sont partis sans travailler. Ils sont partis avec l'argent. Donc, on anticipe même leur paiement. C'est-à-dire, on les paye par anticipation. Il n'est pas seulement payé pour le mois qui est en cours. Il est payé pour le mois suivant aussi. Il s'arrange toujours pour être payé 2 mois, donc 1 mois d'avance. Donc, la SNPT vire 9 millions sur le compte de ce monsieur, comment il s'appelle déjà, de ce monsieur Even Wanounou, sur son compte qui est à Lomé, et 9 millions la semaine suivante, les 2 semaines suivantes sur le compte qui est à l'extérieur. Le fils de Rafi Ederi, lui, il est payé plus que son neveu. Lui, il est payé encore doublement plus que son neveu. Et ces gens sont les vrais décideurs de l'entreprise. Mais ils ne sont pas togolais. Personne ne sait ce qu'ils font. Mais le seul contrat qu'ils ont, c'est avec la présidence. Pendant ce temps, vous connaissez le salaire de base à la SNPT? Le salaire de base à la SNPT. Attendez, j'arrive. Je regarde. Il y a quelqu'un qui insiste parfois quand je fais des trucs. Le salaire de base à la SNPT, oui, merci beaucoup à un compatriote qui me dit
la tonne de phosphate sur le marché mondial est de 197 000 francs CFA. Je pense que c'est la tonne. 197 000 francs CFA la tonne. La tonne du phosphate sur le marché est à 197 000 francs la tonne. Si le prix du phosphate est à 197 000 francs la tonne sur le marché, prenez 1 400 000 tonnes. Disons, partons comme ça, parce que là actuellement ils sont à 1 400 000 tonnes. Prenons 1 400 000 tonnes fois 197 000 francs CFA et vous avez en quelque sorte une idée à quelques semaines de la production, de la recette que les phosphates ont eu à faire cette année. Après, on enlève les impôts, les investissements et tout, on voit ce qu'il reste. Donc, ce monsieur, il prend 18 millions par mois. Alors que le salaire de base pour les ouvriers à la SNPT, c'est 43 000 francs, c'est 47 000 francs. 47 000 francs. Voilà, donc ils sont à 275 milliards de recettes avant la fin de la production. Ils sont à 275 000 milliards. 275 milliards avant la fin de la production. Si on prend 1 400 000 tonnes. Donc, le salaire de base de l'ouvrier à la SNPT, c'est 47 000 francs. C'est après quelques bourdonnements qu'ils ont amené ça à 63 000. Qu'ils ont amené ça à 63 000. Le salaire de base des ouvriers de la SNPT, c'était 47 000. C'est après des bourdonnements qu'ils ont amené ça à 63 000. Mais dans la même usine, il y a un étranger ou des étrangers qui ne font rien et chaque fin du mois, ils perçoivent 18 millions, 25 millions, 30 millions. Dans la même usine, vous avez des étrangers ou des gens qui sont à la retraite, qui perçoivent de l'argent alors que vous avez des jeunes qui sont au chômage. Quand vous prenez le salaire du DG, qui est déjà à la retraite depuis des années, plus le salaire de ce neveu de Rafi et d'Eric qui gagne 18 millions, les deux sont déjà autour de 30 millions. 30 millions, si on peut engager 193 employés à raison de 150 000 francs par mois par employé. Le salaire des deux, c'est-à-dire le DG retraité de la SNPT et le neveu de Rafi et d'Eric qui est un décideur, comprend leurs deux salaires réunis, on peut recruter 193 employés à raison de 150 000 francs par employé pour l'entreprise. Ça veut dire qu'on peut diminuer en partie le chômage au Togo. Donc, qui autorise que nos richesses qui appartiennent à tous les Togolais soient gérées comme ça? Qui accepte que les richesses du Togo soient gérées comme c'est géré, comme des épiceries? Qui accepte que ces étrangers viennent chez nous et qui décident à la place des Togolais? Vous arrivez dans la région d'exploitation des phosphates, que ce soit dans les lacs, dans le Vaud ou dans le Zior, c'est la misère partout. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'école. La dernière fois, il y a des populations qui m'ont saisi pour dire que le dédommagement qu'ils reçoivent par rapport à leur terrain, ils ont demandé à la SNPT d'ouvrir un compte à la FUSEC pour verser l'argent sur le compte, pour qu'il y ait une traçabilité sur les fonds. Comme ça, tout le monde sait combien la SNPT verse à la FUSEC. Comme ça, les collectivités, quand les collectivités iront chercher l'argent à la FUSEC, il y aura une traçabilité. Les gens de la SNPT ont refusé. Ceux qui gèrent la commission d'indemnisation, ils ont refusé. Ils ont refusé. Et ils envoient l'argent des dédommagements aux collectivités pour les terres par Timonet et Flouze. Vous trouvez ça normal? Une société organisée qui envoie l'argent de dédommagement aux collectivités par Flouze ou par Timonet. Si demain ils disent qu'ils ont envoyé 100 000 et ceux qui ont reçu ont dit qu'ils n'ont rien envoyé. Les populations elles-mêmes ont vu la commission en disant créez-nous un compte, versez l'argent sur le compte à la FUSEC. Comme ça, on sait qu'il y a une traçabilité des fonds que la SNPT verse. Ils ont refusé. Parce que pour détourner une partie de l'argent, ils ne veulent pas laisser de traçabilité, ils envoient l'argent par Timonet. Donc, c'est la misère totale. Les gens de Vaughan ont perdu 80% de leurs terres. 80% de leurs terres
qui sont les terres qu'ils utilisent pour cultiver. Et la plupart des jeunes de Vaughan ont immigré vers le Nigeria. Les femmes sont des portefeuilles au grand marché de Lomé. Tchévier, c'est pareil. Et pendant ce temps, quand vous prenez l'organigramme même de la SNPT, l'organigramme de décision de la SNPT, je n'aime pas rentrer dans ces considérations, mais nous sommes obligés de le dire parce que c'est un mal profond au Togo. Vous prenez l'organigramme de la SNPT, la plupart des décideurs, ils viennent d'une même région. Est-ce que c'est normal? Les gens de Vaughan, les gens d'Anéron, les gens de Tabligou, les gens de Tchévier, les 3 préfectures dans lesquelles on exploite le phosphate, pourquoi eux ne peuvent pas être parmi les décideurs? C'est eux qui sont à proximité. C'est eux qui sont là. Pourquoi eux, ils n'ont pas de cadre pour être directeur adjoint, DG, directeur des opérations? La plupart des décideurs à la SNPT viennent de la même région. Maintenant, si je sors de ces 3 préfectures, les autres Togolais qui sont des Dapaon, les autres Togolais qui sont de Bassa, les Togolais qui sont de Atakpamé, de l'Est Mono, ils ne peuvent pas être dans l'organigramme. Pourquoi les décideurs de la SNPT doivent venir tous de la même région? DG, directeur adjoint, directeur des opérations, comptable, DAF, pourquoi ils doivent être tous de la même région? Et les gens chez qui on exploite ces minerais-là, on les a laissés. Pourquoi? Je vais vous publier l'organigramme de la SNPT ici, vous allez voir. Un matin, je vais vous publier l'organigramme de la SNPT. Vous allez voir les décideurs. Et vous allez vous rendre compte que le Togo est un pays malade. On refuse de renforcer les bases d'une nation. On fait la promotion du népotisme, du tribalisme, de l'ethnocentrisme dans les prises de décision. Les gens de Vaughan, les gens d'Arého, les gens de je sais pas, de Tchévier, ils n'ont pas de cadre, d'ingénieurs pour être dans l'organigramme de décision de la SNPT. Surtout que c'est leurs terres qui sont exploitées. Ils n'ont pas le droit. Déjà, qu'on ne les recrute pas parmi les ouvriers, on va chercher les ouvriers ailleurs. On a pris leur terre, on a pris tout, on ne fait rien dans leur préfecture. Leurs femmes sont devenues des portefeuilles au grand marché. Et on ne recrute pas leurs frères dans l'entreprise. Il n'y a pas des gens de Vaughan qui sont ingénieurs, géologues, qui sont des spécialistes, qui sont des économistes, qui sont des gens qui peuvent rentrer dans l'organigramme de décision de la SNPT. Au nom de quoi? Donc aujourd'hui, la SNPT est devenue une vache à lait dont personne ne sait où vont les recettes. Mais je vous ai prévenu, je vous ai dit que le phosphate clair qu'on exploite là, depuis 1958 ou 57, il va finir. Il va finir dans les phosphates clairs. Maintenant, ils vont exploiter le carbonaté. Et en prévision de l'exploitation des carbonatés, ils ont envoyé une délégation aux États-Unis il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Ils ont envoyé, je pense que le DG adjoint et le responsable de je ne sais quoi qui était aux États-Unis, il y a quelques semaines, pour aller faire des analyses des échantillons, je pense, du phosphate carbonaté. Et le neveu d'Ederi là, qui s'appelle, comment j'ai appelé son nom tout à l'heure, Even Wanunu, était allé les rejoindre aux États-Unis là-bas pour les trucs. Parce que c'est le phosphate carbonaté qu'ils sont en train de convoiter maintenant. Et le phosphate carbonaté est beaucoup plus en profondeur. Nous avons la chance que le phosphate qu'on exploite actuellement est en surface. Donc ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement. Et donc normalement, tout ce qu'on a exploité jusqu'à aujourd'hui devait permettre quand même de doter cette région d'infrastructures. Regardez, pour quitter Agbodrafo, pour aller à Togoville, on a été incapable de construire un pont pour enjamber le lac. Alors que c'est la zone phosphatière. Vous avez même qui est à côté. C'est dans cette zone-là qu'on exploite les phosphates. On est incapable de monter un pont de Agbodrafo pour aller à Togoville pour permettre une mobilité entre les deux rives du lac et la population qui est là-bas. La SNPT peut financer la construction d'un pont là-bas. Ça fait des années. Et puis, au-delà de tout,
Le phosphate, ça nous sert à quoi? À part l'exporter. Le Bénin vient va lancer l'année prochaine une usine de fabrication de carreaux sur la base de l'argile. Vous savez que nous avons beaucoup de terres rares et de l'argile, toujours dans cette région. La région du Bambono, c'est bourré d'argile rare, beaucoup d'argile. Donc avec l'argile, on peut faire du carreau, on peut faire on peut faire de la faïence, des plats et tout et tout. Le Bénin, puisqu'on partage le même bassin sédimentaire, c'est le mono. Donc la sédimentation qui est au Togo, on a pratiquement on a pratiquement à quelques exceptions près le même bassin sédimentaire de l'autre côté du Bénin avec le mono. Donc le Bénin, avec les terres rares, avec l'argile, veut lancer une usine de fabrication de carreaux pour réduire l'importation de carreaux de l'extérieur l'année prochaine. Nous avons des phosphates qu'on exploite depuis 60 ans, 70 ans. On n'a même pas une usine d'engrais pour soutenir nos populations, nos agriculteurs. On n'a pas une usine de poterie, de faïence. On n'a même pas une usine de carreaux. Mais on a des terres rares. On creuse la terre, on vend, on est en faillite. Et on permet aux étrangers de venir gérer nos sociétés. Donc, je voudrais interpeller les responsables des syndicats à la SNPT. Parce que le patriotisme passe par là. Le patriotisme, c'est de préserver ce qui est à nous. Parce que si demain les phosphates finissent, vous allez perdre votre emploi. Vous, les employés, les fonctionnaires, vous allez tout perdre. Vous n'avez aucune fierté à travailler pour enrichir les gens qui viennent de l'extérieur. Donc, les syndicats au niveau des phosphates, les délégués du personnel, soit vous êtes complices avec la direction, parce qu'on ne vous entend jamais, vous êtes des corrompus, on ne vous entend jamais, et peut-être que vous êtes des militants de UNIL, vous allez en campagne, tout ce qui se passe là-bas, ça ne vous dit rien, mais vous devez vous réveiller. D'abord, vous réveiller pour mettre fin à ces directeurs qui sont à la retraite, qu'on garde toujours à leur poste, qui continuent de gagner beaucoup d'argent sur le dos des étudiants qui cherchent du boulot sans avoir. Vous devez vous rebeller contre les étrangers qui viennent donner qui viennent prendre des décisions au Togo à la place des Togolais. Les syndicats doivent jouer leur rôle. Les délégués du personnel doivent jouer leur rôle. Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi vous laissez faire? Pourquoi vous laissez faire? Hein? Moi je dis, les Togolais doivent apprendre à dire non. Mais on ne peut pas tout faire à votre place. On ne peut pas tout faire à votre place. Si j'ai parlé de ces jeunes qu'on a tapés dans l'usine des Libanais, c'est parce que ces jeunes, ils ont mené des actions, ils sont révoltés. Et c'est normal que quand l'information est dehors, nous, les journalistes, on prend l'information pour aller au secours de ces jeunes. Mais vous, les syndicats, vous ne faites absolument rien. On ne va pas tout faire pour vous. Il y a des gens qui m'ont contacté récemment pour dire, Ferdinand, il faut nous aider, qu'on nous exploite, tout ça. J'ai dit, mais pourquoi vous-même, vous ne faites rien? Ils disent, ils ont peur. Je dis, restez là-bas. Si vous avez peur, restez là-bas. On ne vous exploite pas encore. Restez là-bas. Si moi, je suis quelque part, je travaille, et qu'on m'exploite, et que je ne peux pas me rebeller, je ne suis pas un homme, que j'ai peur que je vais perdre mon emploi. Il faut rester là-bas. Mais si vous faites la moitié du chemin, nous, la voie des sans-voix, on va vous aider pour le reste du chemin. Donc, les syndicats, vous faites quoi à la SNPT? Qu'est-ce que vous faites réellement à la SNPT? Je voudrais profiter de cette tribune, comme j'ai l'habitude de le faire, pour interpeller les partis politiques. Je le dis, ça fait des années. Pour interpeller les organisations de la société civile à s'intéresser, à demander des comptes au gouvernement sur la gestion de nos ressources minières. La privatisation des banques, la gestion de nos ressources minières, le port autonome de Lomé. Qu'est-ce qui se passe? Il faut demander des comptes au régime. On n'a pas besoin d'aller au Parlement pour demander des comptes au régime. Une fois que vous êtes un acteur politique, vous pouvez faire des lettres, des saisines, vous pouvez écrire une lettre ouverte, vous pouvez faire des démarches pour demander des comptes au gouvernement. Parce que ce sont les générations futures qui sont compromises. Ceux qui sont en train de gérer le Togo aujourd'hui sont en train de compromettre les générations futures. Donc vous devez demander des comptes aux gens. Il ne suffit pas seulement de multiplier des conférences de presse pour insulter les journalistes, pour raconter des histoires. Un tel journaliste m'a critiqué, je suis ceci, je suis ça. Les vraies questions qui se posent dans la nation, on ne vous entend pas. Vous êtes là à faire de la comédie. On n'a pas besoin. Un homme politique, c'est quelqu'un qui est prêt à
à gouverner. Ça veut dire qu'il a une équipe qui est là, qui est là dans tous les domaines, qui a de la compétence. Quand on prend l'éducation, vous avez un expert. Quand on prend les mines, vous avez un expert. Quand on prend l'économie, vous avez un expert. Quand on prend les transports, vous avez un expert. C'est-à-dire, vous êtes prêt, si on vous remet le pouvoir demain, vous êtes prêt à gouverner. Ça veut dire que vous avez les compétences pour mettre en difficulté le régime, pour demander au régime des comptes. Demander des rapports, des documents. Pourquoi? Qu'est-ce que la SNPT rapporte? Pourquoi on ne voit pas ça dans le budget? Qu'est-ce que le port rapporte? Pourquoi on ne voit pas ça dans le budget? Qu'est-ce que les clinquers rapportent? Pourquoi on ne voit pas ça dans le budget? Ce n'est pas une question d'aller au Parlement ou de ne pas être au Parlement. On n'a rien à foutre. C'est pour ça qu'il y a l'opposition extra-parlementaire, il y a l'opposition parlementaire. Ceux qui ne sont pas au Parlement, ils doivent participer aussi au débat pour la manifestation de la vérité sur la gestion des ressources du pays. Ils doivent demander des comptes. Pourquoi vous ne demandez rien? Pourquoi? Parti politique, société civile, pourquoi vous ne réagissez pas? On entend les gens que quand il s'agit des élections, ouais, recensement, ceci, déjà, on a encore balancé un os là, je ne sais pas comment ils appellent ça, l'élection des sénateurs. Les gens sont en train de courir dans tous les sens. Mais les vrais problèmes qui se posent dans le pays, on ne vous entend pas. Si vous avez créé vos partis politiques, c'est pour participer au débat national. C'est pour participer au débat national. Donc participer au débat national, c'est poser les vraies questions sur la gestion qui est faite des ressources du pays. Et si vous êtes des stratèges, vous devez savoir que l'adversaire que vous combattez, lui, il utilise ces ressources-là pour se maintenir au pouvoir. Donc en le dénonçant, vous le fragilisez. En le harcelant, vous le fragilisez. Pourquoi Ford utilise les Israéliens pour gérer les phosphates? C'est parce qu'il y a un deal. Pourquoi il utilise les Israéliens pour gérer les phosphates? C'est parce qu'il y a un deal. Et derrière ce deal, c'est quoi? C'est son maintien au pouvoir. Quand il privatise les sociétés d'État, c'est un deal. Le derrière ce deal, c'est quoi? C'est son maintien au pouvoir. Pourquoi? Rappelez-vous, en 2007, Sarkozy avait rencontré Faure Gnassingbé en marge du sommet de... comment c'est un sommet UE-Afrique à Lisbonne. Et Sarkozy lui a dit dans les couloirs, quand on aime la France, il faut penser aux intérêts de la France ou quelque chose comme ça. Sarkozy a sorti une phrase comme ça pour plaider le cas de son ami Bolloré. Mais c'était une phrase qui était comme une menace. Mais dès que Faure est rentré, à partir de 2008, Faure a commencé par mener des manœuvres pour éjecter Dupuy-Doby et ramener Bolloré au port. Et dès que Faure a ramené Bolloré au port, Bolloré a financé la campagne de Faure en 2010 comme celle d'Alpha Condé. La France s'est tue. Donc il a vendu le port pour son maintien au pouvoir. Donc s'il vend une banque demain, ou bien il privatise une banque demain, en échange, c'est qu'il reçoit quelque chose. S'il cède Togocom, c'est qu'en retour, il reçoit quelque chose. C'est son maintien au pouvoir. Et pourquoi vous qui le combattez, vous n'arrivez pas à aller chercher des chiffres, des données, surtout qu'il y a des rapports pour le dénoncer, pour le confronter, et puis pour informer les populations que voilà comment on est en train de vendre les bijoux de famille. Et que demain, c'est la pauvreté qu'on crée pour les générations futures. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui sur la SNPT. Je reviendrai sur deux aspects. Le 31 décembre, quand ils vont boucler toute la production, je reviendrai faire encore un live. Et je voudrais vraiment que les Togolais se réveillent, surtout en ce qui concerne la cession de nos biens aux étrangers, nos terres, nos minerais, le port autonome de Lomé, les banques. Les Togolais doivent se réveiller parce que ce qui se passe dans notre pays est inadmissible. Aujourd'hui, vous voyez des Togolais qui vendent les terres sans aucune limite. Vous allez sur Internet, vous voyez des gens dire 500 hectares à lotir, 1000 hectares à lotir, 300 000 hectares à lotir, 300 hectares à lotir. L'État n'arrête pas ces dérives-là. L'État n'arrête pas ces dérives-là. Vous avez des gens qui sont devenus tellement pauvres dans les villages, avec la gloutonnerie, l'appétit des géomètres, et comment vous appelez ça? Comment vous appelez ça? Le terme m'échappe. La spéculation foncière. Les gens vont dans les villages et poussent les villageois à céder les terres, à lotir les terres. Des choses inadmissibles. Vous allez au fin fond du Togo, vous trouvez des Blancs, des Libanais, des Chinois qui ont acheté des terres. Ce qui n'est pas possible en Chine. Et l'État ne dit rien. Et pourtant,
dans les dispositions de la loi foncière, il est dit que quand vous voulez acheter plus de 10 hectares, vous devez donner des justificatifs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez créer une société? Vous voulez créer une industrie? Vous voulez créer un champ? Mais aujourd'hui, on est en train de brader nos terres aux étrangers. Les gens sont dans des villages qui n'ont même plus de terre. Et pourtant, nous avons un petit pays, une bande de terre. Et le Togo est en train... donc, la population togolaise est en train d'augmenter. La population togolaise est en train d'augmenter. À un moment donné, il arrivera des moments où on va avoir des problèmes sur la gestion du foncier. Donc, des dirigeants normaux, des gens responsables devaient prendre des dispositions pour limiter ce qu'on est en train de voir là. Prendre des lois pour limiter tout ça. Pour que les terres ne soient pas cédées à n'importe qui. Et mettre tous ceux qui vendent les terres en garde. Mais rien n'est fait. Rien, absolument rien n'est fait.